Lacan, nous et le réel, 35e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Alors, je vous ai parlé à la séance dernière de beaucoup de choses. Et puis, j'étais obligé de faire beaucoup de détours. Alors, bien sûr, ceux qui connaissent l'enseignement lacanien s'y retrouvent à peu près. Mais pour la plupart, disons que ça risque d'être un peu complexe. Donc, j'ai décidé que cette séance-là serait essentiellement consacrée à déplier certaines choses et à illustrer aussi ce qu'il en est de cette prégnance de la notion de discours. Discours est à prendre, bien sûr, dans son strict sens lacanien, qui veut dire structure. Alors pour Lacan, bien sûr, vous le savez, structure et topologie sont homologues. Donc on l'a vu, le fait que nous soyons des corps parlants, des par-lettres, induit expressément que le langage nous arrive d'une certaine manière et qu'il nous place, qu'il nous confère une place, et que cette place-là, elle est justement ce qui va permettre de définir les discours. Et dès qu'il y a une place attribuée, donc on l'a vu, il y a 4 places dans un carré, on peut en déterminer plus bien sûr, mais déjà on a une forme de logique qui opère, un carré a 4 côtés et il y a 4 places à l'intérieur d'un carré. Ces 4 places-là sont articulées de telle manière qu'il y a un élément différentiel. On l'a vu, il y a le signifiant 1. Le signifiant 1, c'est qu'en fait, il crée de l'un. Alors ça, c'est une notion très subtile, l'un, chez Lacan. Parce que bien sûr, il s'en réfère pour ça au Parménide de Platon. C'est toutes les hypothèses de l'un et la tentative de discerner ce qu'il en est de l'un. Donc le signifiant 1, c'est, disons, ce qui confère une sorte d'unité. Et nous avons là, donc, une différence entre la place qu'occupe le signifiant 1 et puis le signifiant 2 dans le discours du maître, qui signifie le savoir. Donc vous avez vu que tout ça, évidemment, est une construction très subtile qui émerge d'une définition très particulière du sujet dans la théorie analytique, où le sujet est toujours représenté par un signifiant, donc ce signifiant 1 en l'occurrence, pour un autre signifiant, le signifiant 2, qui ne le représente pas. Donc il y a toujours, quand on est dans le discours, quand on est dans la parole, on l'a vu hier, la vérité fait structure de tout discours, et la vérité, c'est ce qui cause, en quelque sorte. Et donc ça veut dire que si quelque chose est la vérité d'autre chose, il y a toujours un refoulement. Indépendamment du fait, bien sûr, que la vérité cause au premier degré, comme dit Lacan, moi la vérité, je parle. Donc ça, je vous envoie à la référence, c'est un très beau texte. Donc, nous avons vu que nous sommes dans le discours du maître, donc au tout départ, parce que le fait qu'il y ait une organisation sociale minimale et surtout que nous soyons des par-lettres, des êtres parlants, induit cette notion de commandement. Et donc ce commandement, là, il opère à partir de cette place-là, qui est celle du semblant. Donc, je répète, le sujet qui est là, c'est ce au nom de quoi on parle. Il y a un sujet, et c'est à partir de quoi, en fait, il y a de la parole, parce que
on verra, en fait, le sujet lui-même ne peut que se déduire en psychanalyse. Il n'est pas donné a priori, c'est sa place qui est donnée a priori. C'est-à-dire la place de la vérité qui fait structure tout discours. On le voit ici. Là, on a la vérité sous la barre, donc qui est refoulée. Et donc, je ne peux pas parler en tant que sujet. Donc, j'envoie un représentant de commerce, en quelque sorte. C'est-à-dire le signifiant 1 qui parle. Donc, ici, qui est agent, qui est l'agent, mais l'agent est lui-même agi, on le voit, puisqu'il est au-dessus de la barre, et c'est la barre qu'il cause, hein, ce qu'il y a sous la barre, qui fait que lui est là pour représenter le sujet pour un autre signifiant, le savoir. Alors là, je vais peut-être expliciter un petit peu aussi. Le savoir, c'est que dès que quelqu'un s'adresse à quelqu'un d'autre, il y a un certain savoir qui est supposé à l'un et à l'autre. C'est-à-dire au moins supposé savoir la langue dans laquelle on parle, de quoi on parle, un minimum de savoir. Et donc dans la structure ancienne, la structure antique, qui donne la première formule du signifiant maître, parce que là, on est dans le discours du maître, bien sûr, et aujourd'hui, comme on l'a vu hier, on est encore dans le discours du maître, mais sauf que ça a changé, c'est-à-dire le maître est passé d'une structure de ce type-là, qui est sa structure originelle, à une autre structure, c'est-à-dire qu'il est passé par le discours universitaire, et puis il a abouti au discours capitaliste. Je vais essayer de vous expliquer ça de façon à ce que ce soit pas trop complexe, mais malgré tout, ce sont des notions subtiles. Hein, il faut s'accrocher un peu. Donc, vous avez le discours du maître, ici. Alors, il se spécifie de quelque chose d'absolument particulier, singulier et unique chez Lacan. Quand je dis unique chez Lacan, c'est parce qu'évidemment, c'est lui qui le dit de cette manière-là, mais c'est Freud qui le découvre. C'est-à-dire que le maître lui-même, hein, en tant que signifiant maître, vous avez compris que c'est le langage qui commande. Hein, il y en a un qui se met à la place du signifiant maître, mais au fond, c'est toujours le langage qui commande. Donc, le maître lui-même, lui, ne jouit pas. Pourquoi? Parce qu'il est mort. C'est ça le meurtre du père de l'ordre primitif, c'est à partir du meurtre du père de l'ordre primitif qui est annoncé par Freud dans Totem et Tabou et qui est surtout déployé dans toutes ses subtilités dans le dernier livre, le livre testament de Freud, L'homme Moïse et la religion monothéiste, que la structure, cette structure-là, la structure qui fait que au moins un peuple qui est le peuple hébreu va obéir à cette structure, et cette structure-là, c'est ce qui détermine le minimum d'organisation sociale, et ça fonctionne tout le temps. Alors, je vous ai dit qu'il y a deux volontés, possibilités de résoudre l'impasse qui est déterminée par la structure du discours du maître. Hein? Structure du discours du maître, c'est un pléonasme. Hein? Structure et discours, au fond, ça veut dire aussi la même chose, comme topologie. Donc vous avez vu que une topologie, c'est une organisation de l'espace. Chacun des discours, des trois discours, donc le discours du maître, le discours de l'hystérique, le discours universitaire, fonctionne parce qu'il y a un impossible. L'impossible pour chacun des discours, l'impossible, vous savez, c'est un équivalent du réel, c'est que là, nous sommes dans le discours, donc nous sommes dans une certaine forme de la parole, bien qu'un discours puisse se passer de parole, et il y a toujours un reste, une production, en bas à droite. Chacun des discours se définit d'un impossible. L'impossible, là, c'est, je vous demande de vous reporter au séminaire L'Arrêt rompu, c'est qu'il y a une circulation entre les éléments, sauf que dans le discours du maître, la production de l'objet, je vous rappelle que le maître, en gros le maître antique, il s'adresse à l'esclave et puis il lui dit toi, tu vas produire des objets. Il faut produire
des assiettes, je sais pas, des pots, de quoi manger, il faut aller chasser, il faut produire des armes, etc. Donc, on aboutit à une production, et c'est l'objet A, ici, qui, vous savez, n'est pas un objet du monde matériel. Hein. C'est une manière de signifier par une lettre ce qu'il en est d'une chute d'un effet de langage dans le monde des objets. Mais vous avez ici, donc, chaque fois une structure avec un qui s'adresse à l'autre, et on aboutit à la production d'un objet. De cet objet-là, hein, qui est de cette place-là, qui est la place de la production ou de la perte, on ne peut pas revenir au départ. C'est-à-dire que l'objet n'a plus aucune, il est incommensurable, il n'a plus aucun type de relation avec le sujet originel, à partir de quoi cette structure est partie. On ne peut pas revenir, on peut pas revenir, c'est impossible. Donc, vous voyez que ici, si vous mettez un petit poinçon, pour dire que l'arête est rompue, vous avez la formule du fantasme. S barré, poinçon, petit a. Donc ici, dans le discours universitaire, on ne peut pas revenir dans la production. Donc, on va y revenir au discours universitaire, parce que je vais passer par là pour vous montrer comment on arrive au discours capitaliste. Donc, on a un ordre qui vient de S2, cette fois, vers petit a, et qui aboutit à la production d'un sujet barré, qui ne peut pas revenir vers le S1, le signifiant maître, le signifiant 1, qui est refoulé sous la barre à gauche. Dans le discours de l'hystérique, vous avez le sujet barré, qui s'adresse au S1, qui produit un nouveau savoir, un S2, qui lui ne peut pas revenir sous l'objet A, qui est le corps de l'hystérique. Hein. D'où l'hystérique parle, mais qui ne veut pas que l'autre en profite de ce corps. Donc vous avez chaque fois un impossible. Alors j'ai dit hier que ces trois discours-là étaient des discours sphériques par rapport au discours de l'analyste qui, lui, est meubien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chacun de ces discours, donc, vous avez une clôture, un intérieur et un extérieur, et une univocité. Il n'y a pas intérêt dans ces discours-là à ce qu'on soit dans la pluri ou la multivocité. Parce que sinon, ça ne fonctionne plus. Donc, quand le maître dit il faut aller chercher une arme, il faut se placer à tel endroit, etc., il y a intérêt à ce que ce soit univoque. Les ordres sont univoques. De la même manière, pour le discours universitaire, quand on définit que tel type de savoir fonctionne sur telle et telle chose, eh bien, il faut que ce soit univoque. Donc, ce sont des discours sphériques dans la mesure où ils sont total. Il représente une totalité avec un intérieur, ce qui fonctionne à l'intérieur de ce discours, et un extérieur pour lesquels il ne fonctionne pas. On peut dire que chacun de ces discours-là est une raison. Hein. Donc, évidemment, la raison du maître, c'est pas la même que la raison de l'hystérique. Elles sont même, d'une certaine manière, opposées, même carrément opposées. Et on va le voir comment... Alors, avant de reprendre là-dessus, dans le discours de l'analyse, c'est impossible de revenir du S1 au S2 ici. Donc ça veut dire que, du point de vue de la structure ici, qui est meubienne, hein, à la différence des autres, ça veut dire qu'elle est multivoque. D'une certaine manière, là, on n'est pas dans quelque chose de sphérique. On est dans les jeux miroitants du signifiant. Et donc on passe d'un côté à l'autre de la bande de Möbius sans franchir de bord. Et donc, à partir de là, il y a une possibilité, pour la première fois, de créer de nouveaux signifiants maîtres. C'est-à-dire que là, la liberté commence dès qu'on sort de l'ancien signifiant maître, en gros le signifiant religieux paternel, on peut dire, pour pouvoir créer de nouveaux signifiants maîtres. Mais pour y arriver, il ne suffit pas de vouloir le faire et de dire « il padre et basta », comme ils disent. Ça ne suffit pas. Il faut mettre sa peau sur le divan et arriver alors à ce moment-là, par l'analyse, à accoucher de nouveaux signifiants maîtres qui, évidemment, n'ont plus aucun rapport avec l'ancien savoir, qui est un savoir supposé. Hein, le savoir supposé de l'analyse, il suppose aussi bien le savoir
que le sujet. Hein. Avant, on est dans le sujet supposé savoir de l'analyse, on disait, bah oui, c'est le savoir qui est supposé. Mais il suppose également le sujet, parce que ça c'est très important de se rendre compte, parce qu'on va le retrouver ici, là, dans le discours du capitaliste, c'est-à-dire que cette dyade-là, S1, S barré, qu'on retrouve dans le discours du maître, c'est-à-dire là on a S barré qui est la vérité, dont ne veut rien savoir le maître, qu'il est lui-même un sujet divisé, il ne veut rien savoir, et donc le semblant qui va parler au nom de cette vérité-là, ça va être le signifiant maître lui-même. Ici, vous avez dans le discours capitaliste une inversion des deux. Pourquoi? Ça, je vais essayer de vous l'amener progressivement. On comprend, mais il faut d'abord quand même que admettre, là, c'est ce que Lacan a admis tout de suite, c'est qu'il y a toujours une présupposition réciproque d'un signifiant maître avec un sujet. Le sujet présuppose le signifiant maître présuppose le sujet. C'est pour ça d'ailleurs que le discours universitaire est le discours de la fausseté par excellence, parce que comme le S1 est passé dessous, sous la barre, il est refoulé, ils ne reconnaissent aucun signifiant maître. Donc, évidemment, on ne peut pas dire qui est à l'origine de ça. Et à l'origine même du sujet qui est ici en production dans le discours universitaire. Parce que le signifiant maître, il est devenu inaccessible. Donc, je vous ai dit que dans un premier temps, on est dans ce discours-là. Ce discours qui est le discours du maître antique. Ensuite, le discours du maître continue à fonctionner comme maître, c'est-à-dire comme commandement, parce que le langage, c'est essentiellement du commandement. Les animaux n'obéissent pas. Ils obéissent à leur instinct, c'est-à-dire un instinct, c'est un savoir qui est inscrit dans le corps. Un animal va savoir ce qu'il en est de tel prédateur ou tel proie ou telle plante qu'il va pouvoir manger ou pas, etc. Mais il n'y a pas un langage extérieur qui va lui faire n'importe quoi, comme quand on nous dit, nous, qu'il faut applaudir à 20h le personnel soignant. Ça n'existe pas chez les animaux. C'est parce qu'il y a du langage qu'on obéit. Donc, cette structure-là du discours du maître, qui recouvre l'organisation même en tant que nous sommes une société, eh bien, elle va conserver sa structure originelle, mais elle va muter. Et elle mute dans un premier temps, en fait, elle va la muter de deux manières. D'abord, elle va être entamée par le discours de l'hystérique, puisque ça c'est Antigone, hein, c'est-à-dire l'opposition à Créon. Et puis, donc, il y a une raison de l'hystérique. D'ailleurs, cette raison-là, on en parlera tout à l'heure, c'est celle que va utiliser Freud. Hein, pour inventer la psychanalyse, ça va être la raison du discours d'hystérique. Ici, dans le discours universitaire, nous avons une autre raison à l'œuvre. Donc dans ces trois discours-là, nous avons trois raisons différentes. Donc ils ne s'accordent pas. Hein. Il n'y a pas d'accord entre les trois. C'est-à-dire qu'il y a plus ou moins, il y a toujours un tel écart qu'il ne peut pas y avoir d'accord entre les trois. On est pris dans tel ou tel discours et on répond de l'éthique de ce discours. Alors la notion d'éthique de ce discours, elle n'est pas à entendre sur le plan moral, justement, puisque l'éthique, ce n'est pas la morale. Hein. L'éthique, c'est le lien social qui est déterminé par certains usages et qui fait que le discours fonctionne comme ça. Donc, on va le voir en acte, je peux dire, par rapport au passage du discours du maître au discours de l'hystérique, au discours universitaire, pardon. Le discours universitaire, progressivement, en fait, par un quart de tour. Vous voyez que là, on a juste un quart de tour dans la structure, c'est-à-dire que le S2 remonte en place de commandement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour produire les objets, ici, à partir du moment, il y a un savoir-faire. Ce savoir-faire-là, c'est pas celui du maître, hein.
c'est celui de l'esclave. L'esclave, lui, il jouit de ce savoir-faire. C'est-à-dire qu'il jouit de ce savoir-faire et il jouit des objets. Donc, petit à petit, parce qu'au début, le maître ne prend qu'une dîme sur ce savoir-faire, mais l'esclave lui-même jouit des objets qu'il produit. Il mange avec les mêmes instruments, etc. Et il sait ce qui fait jouir le maître. Et le maître prend une partie. Mais comme je vous l'ai dit, le maître antique, lui, est censé ne pas jouir. Parce que, justement, pour occuper cette place, c'est qu'il ne jouit pas parce qu'il est dans la lignée de la fondation même de ce discours où le mot vient en lieu et place du meurtre de la chose. Le mot, c'est le meurtre de la chose. Le signifiant un vient là pour nous signifier que nous sommes des êtres parlants et que c'est d'abord par le langage que ça passe. Donc, dans le début du discours du maître, on produit ces objets et puis le savoir-faire des objets, petit à petit, le savoir-faire de l'esclave va venir en position de maîtrise, ici, c'est-à-dire la position du commandement. Et le commandement de la science, ça va être ça. Ça va être ne cesse pas de savoir. Apprends toujours. Tu dois toujours savoir. Et donc, de ce fait-là, le philosophe qui est devenu, dans un premier temps, le conseiller du maître, va devenir le maître lui-même. C'est-à-dire que c'est le savoir qui est en lieu de commandement à ce moment-là. Ne cesse jamais de savoir. Donc ça va être cette quête effrénée de savoir qui fait faire un contresens à Aristote, que reprend Lacan. C'est-à-dire qu'Aristote dit il y a un désir de savoir. Lacan, non. Il dit il y a surtout un désir de ne pas savoir. Parce que c'est pas une histoire de désir, là. Le désir, on va le retrouver à l'horizon de la loi. Parce que, évidemment, le discours du maître va instaurer une loi, et puis cette loi-là, c'est la loi du signifiant lui-même. Mais elle va être dérivée, elle va donner les règlements du monde qui n'ont qu'un rapport d'horizon avec la loi originelle qui est la loi du désir. Donc il y a effectivement, de la part du premier qui incarne le discours du maître, un désir de surtout ne pas savoir. Le discours universitaire, lui, qui va prendre la suite du discours du maître, d'ailleurs dans l'envers de la psychanalyse de Lacan, c'est-à-dire le séminaire où il met en place ses discours, il considère que le discours universitaire, c'est déjà le premier discours, c'est déjà le discours capitaliste. C'est-à-dire que déjà, alors ça se passe en 68, il y a Vincennes, tout ça, et il rend immédiatement, il rend compte en disant que le discours, par exemple, ce qui structure l'ensemble des relations de l'URSS à ce moment-là, c'est le discours universitaire. C'est-à-dire c'est un discours où le signifiant maître est sous la barre et est refoulé. Et il fonctionne de manière très dure. Hein. Il fonctionne sur la quête de la science, il s'agit de challenger la science occidentale, etc. Et puis il va y avoir la conquête spatiale, c'est Gagarine qui va être le premier homme envoyé dans l'espace, etc. Et donc on est déjà dans un discours universitaire qui a déjà dépassé le discours du maître dans sa structure première du maître antique pour devenir ce qui amène à la notion de maîtrise. D'ailleurs, à l'université, ça s'appelle maîtrise, hein, master 1, master 2, etc. Vous êtes maître. On dit à l'avocat que c'est un maître, puis vous êtes maître aussi, vous êtes maître de conférence, il n'y a que des maîtres partout. Donc on est dans cette espèce de maîtrise qui dissimule au nom de quoi elle est faite, c'est-à-dire du signifiant maître, ici, qui est le signifiant 1, qui fait qu'il y a de l'un, comme dit Lacan, et qui est toujours refoulé sous la barre. Alors, au bout d'un moment, dans les années 72, parce que ça, on est en 68-69, en 72, Lacan dit, mais en fait, il y a quelque chose qui définit de manière plus spécifique le discours capitaliste, c'est que
la fin de la guerre et la mise en place des grandes sociétés industrielles, de la finance, etc., l'arrivée au pouvoir de la bourgeoisie après la Révolution française, amène à cette notion de consommation, de production, et surtout de consommation, qui fait que l'impossible, là, va sauter. C'est-à-dire que le discours capitaliste, il n'y a plus d'impossible. D'ailleurs, vous voyez tous les slogans, quand Sarkozy a fait sa campagne, c'est « avec moi, c'est possible ». Obama, c'était la même chose, c'était Yes, we can, voilà. C'est possible, etc. C'est-à-dire que la barre, l'arrêt rompu, là, qui fonctionne là, partout, en fait, elle a réussi à sauter. Donc c'est un discours très astucieux, parce que c'est un discours d'élimination du réel. On a vu que l'impossible, c'est le réel. Or, avec le discours capitaliste, ce qui se passe, c'est que, eh bien, cette fois, du petit A qui est ici, par rapport au discours du maître avec le S barré, eh bien, on revient vers le S barré de manière, c'est possible. On vous dit, ben oui, vous pouvez maintenant. Donc, il y a même une pub aux États-Unis qui fait rire beaucoup Freud quand il y va. C'est pourquoi continuer à vivre alors que vous pouvez être enterré pour $10 ? Ça le fait beaucoup rire parce que c'est vraiment exemplaire de la mise en place du discours capitaliste, c'est-à-dire que le sujet barré peut récupérer l'objet petit a. Voilà, ça c'est le grand fantasme capitaliste et qui peut faire que cette structure-là fonctionne très bien. Comme on le disait hier, à la dernière séance, ça marche. Ça marche tellement bien, dit Lacan, que ça court et ça se consume et ça épuise la planète, comme on dirait aujourd'hui, parce que tout se consume tellement vite, tellement ça marche bien. Et ça marche bien parce qu'évidemment, le petit a revient vers le S, le S1, lui, revient vers le S2, c'est quand même fantastique, parce que à partir de là, le savoir, le signifiant maître peut retourner vers le S2, et puis surtout, l'inversion de cette flèche-là, c'est que le sujet barré, on impose au signifiant. Et on se gargarise là. On a inventé le mot déconfinement. Ah, ça apparaît partout dans le dictionnaire. Le déconfinement, Covid, coronavirus, etc. C'est-à-dire que le sujet crée le signifiant. C'est-à-dire que ce n'est plus le sujet qui est fondé par le signifiant, puisque le sujet est un effet du signifiant. Le signifiant vient avant le sujet en psychanalyse. Mais cette fois, c'est le sujet barré lui-même qui en impose au signifiant. C'est-à-dire que la flèche descend vers le bas. Mais elle descend vers le bas, mais la barre demeure. C'est-à-dire qu'on n'en sait rien. Sachez que la topologie, elle est marquée par ces barres-là. Et ces barres-là, il y a ce qui est au-dessus de la barre, c'est ce qu'on peut voir. Et puis ce qu'il y a en dessous, c'est ce qui a été refoulé, qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas que ça ne marche pas. Donc ça marche très bien comme ça. Et donc là, effectivement, nous sommes en plein dans ce discours-là, qui est quand vous lisez, si vous lisez ce que j'écris, vous pouvez voir tout ce qui a été écrit pendant cette dernière période sur mon blog Tumblr ou sur Twitter, vous verrez que j'emploie souvent le terme discours dominant. Alors le terme discours dominant, c'est un terme assez générique pour dire que c'est le discours capitaliste, essentiellement, mais c'est le discours capitaliste en tant qu'il est généré comme une métamorphose dernière du discours universitaire, qui lui-même, en tant que discours du maître perverti, comme dit Lacan, est une émanation, une tentative de résoudre l'impasse du discours du maître. Donc, ça c'est pour dire comment fonctionne le langage. Et comment fonctionne le langage, évidemment, c'est la psychanalyse elle-même. Alors, c'est là où la linguistique
définit l'appareil de la psychanalyse, c'est-à-dire la manière dont fonctionne le langage. Mais la psychanalyse, c'est pas parce que la linguistique définit cet appareil qu'elle peut savoir comment ça marche. Parce que pour savoir comment ça marche, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de l'expérimenter par soi-même. C'est-à-dire qu'il faut faire l'épreuve, il faut y mettre sa peau. Donc tant que ça reste purement des jeux de miroir intellectuels comme ça, on se paye de mots. On est là, c'est une logique en vaut une autre, etc. Donc on revient dans l'opposition des discours sphériques, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent indépendants l'un de l'autre parce que ce sont des raisons différentes les unes des autres. Mais pour vraiment rentrer dans le discours meubien, eh bien il faut l'expérimenter sur soi. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc là, vous avez la manière dont fonctionne le langage et qui permet d'expliciter peut-être un peu mieux aujourd'hui, que dans ce que j'ai avancé hier et qui avait l'air d'être, disons, un peu polaire entre ce que représente le docteur Didier Raoult et les opposants à ce docteur. Mais en fait, en psychanalyse, on n'est pas dans le pour ou le contre. On essaye d'entendre, comme dit Goethe, si tu veux connaître quelqu'un, écoute les paroles qu'il prononce. Donc, l'écoute analytique permet de voir ce que le cas du docteur Didier Raoult, qui, on l'a vu hier, se situe à l'intersection de deux discours. Donc, le discours universitaire, auquel il souscrit, et le discours médical. Et le discours médical, alors, c'est une appellation que je dis là comme ça, comme on dit le discours dominant, le discours scientifique, le discours de la science, etc. En vérité, il n'y a que 4 discours. Je sais que ça a l'air raide à accepter ça, mais il n'y a que 4 discours au sens très précis de la structure, c'est-à-dire le discours du maître, le discours hystérique, le discours universitaire et le discours de l'analyste. Pourquoi il n'y en a que 4 ? Parce que ces discours-là, en fait, correspondent à l'acception pleine et entière de la structure en temps qu'elle permet de faire avec un impossible. On voit bien que là, on est confronté chaque fois à un impossible. L'impossible, on ne sait pas, hein, ça ne marche pas. C'est ce qui ne marche pas, l'impossible. Et puis ensuite, on a vu, il y a alors ces 4 discours-là, font lien social. C'est-à-dire que le passage de la place en haut à gauche à en haut à droite et les 2 places du dessous, avec la production et puis la place originelle d'où ça parle, tout ça met en scène pour chacun quelque chose qui a un rapport avec la jouissance et le désir. Ce sont des appareils de la jouissance. Et l'appareil de la jouissance, c'est le langage lui-même. Voilà. Donc, vous avez là les 4 discours. Il n'y en a que 4, alors on se demande pourquoi. Mais il n'y a pas tellement à se demander pourquoi, parce qu'il n'y a que 4, comme le montre Lacan, parce qu'il n'y a que 4 points sur cette planète et dans ce monde-là qui sont équidistants l'un de l'autre. Vous tirez un point de A à B, vous faites la même distance de B à C, et puis vous voulez qu'il y ait la même distance entre C et B, et puis vous voulez qu'il y ait encore un point qui ait la même distance, et vous avez un tétraèdre. Et il n'y a que 4. Il n'y a que 4 avec un toujours qui est décalé dans une autre dimension. Il y a un point vertical. Je vous renvoie là encore sur l'arrêt de Brisé. Et à partir de là, il n'y a que 4 possibilités qui nous sont offertes. Quand on appelle par commodité de langage le discours capitaliste, il faut préciser que ce n'est pas un véritable discours parce qu'il ne fait pas lien social, justement. Alors que dans les autres, même le discours universitaire, quand vous avez le S2, et celui qui incarne le S2, qui est le professeur d'université ou le maître de conférence, l'assistant de TD, et le petit A, c'est l'astudé, l'étudiant. De là à là,
il y a quelque chose qui est normé, ça fonctionne comme une éthique. Un doit transmettre son savoir et l'autre doit écouter, prendre son savoir de savoir du maître de telle manière qu'il va rendre vers le maître la flèche qui remonte. Il va rendre vers le maître en le citant dans tous ses mémoires, sa thèse, etc. Et en fait, ça va produire un sujet divisé. Ce discours mais il y a une éthique, ça fonctionne comme ça. Éthique, ça veut dire comment ça fonctionne, donc c'est pas ou bien ou mal, ça fonctionne comme ça et ça fait lien social. Dans le discours capitaliste, ça ne fait pas lien social parce qu'il n'y a pas d'impossible. Et puis là, par commodité, donc je vous parle de discours scientifique et de discours médical, qui sont deux choses différentes, mais assez liées, et on va voir comment. Donc le discours scientifique, comme je vous l'ai dit hier, à la dernière séance, c'est un discours qui naît du discours hystérique, puisque le discours scientifique, ça va être de la place de la vérité, qui va venir perturber le savoir, qui va venir le mettre en cause, sur sa règle, qui va venir mettre en cause le savoir institué du maître, et qui va créer une nouvelle science, et qui va faire que la science avance. Donc chaque fois, il y a une vérité, et dès que cette vérité est admise par tout le monde, parce que les vérités sont jamais admises a priori, il y a toujours énormément de distance avec la vérité. Dès que la vérité apparaît, évidemment, ça fout en l'air le savoir institué. Donc ça fout en l'air le monde, en quelque sorte. Donc la vérité n'est jamais bienvenue. Ça se paye cher de dire la vérité. Socrate l'a payé cher, le Christ aussi. C'est-à-dire que tenir une place de vérité, c'est quand même pas rien. C'est risqué. Donc, le savoir, lui, qui va être entamé, au bout d'un certain temps, va récupérer cette vérité comme un savoir. Donc, on peut dire que la vérité, c'est une chute du savoir, et que le savoir récupère de la vérité pour le discours universitaire, et donc pour la jouissance de l'universitaire en position de maître. Voilà en quoi, justement, nous sommes convoqués aujourd'hui, après cette expérience de l'épidémie, parce qu'on a parlé de pandémie hier, on a dit que c'était un mot qui était abusif. Pan, ça veut dire la totalité. Ça n'a pas touché la totalité, c'est même très loin de ça, c'est une infime minorité. Épi, ça veut dire dessus, donc il y a une épidémie. Une épidémie, ça veut dire quelque chose qui vient sur le peuple. Mais effectivement, il y a eu quelque chose qui est venu, et évidemment, ça a été tout de suite qualifié en pandémie, parce que c'est les jeux avec les mots qui vont créer la réalité. Donc la réalité de l'effroi, de la peur qui doit être absolument distillée par le discours dominant pour que justement il y ait cette obéissance et tout ce qui s'est passé pendant ces derniers temps montre à quel point en fait même les tentatives de désobéissance sont inscrites dans ce discours d'obéissance. C'est-à-dire la rébellion elle-même, je vous ai parlé hier d'un côté on a En Marche, le discours du maître, c'est-à-dire quelqu'un qui dit moi je vais vous dire ça va marcher encore, il n'y a plus de maître, d'accord, mais on va faire ça, on va faire En Marche et il va y avoir un discours du maître. Et les autres ils s'appellent les insoumis. Donc les insoumis c'est les révoltés, ceux qui se révoltent, ils refusent ça, mais ils sont les porteurs d'une possible révolution. Mais c'est comme s'ils ne savaient pas que la révolution, ça veut dire, c'est un terme qui est comme issu, qui est historique, qui est arrivé pas n'importe comment et à n'importe quel moment, donc pour signifier qu'on revient à la même place. Donc on revient toujours au discours du maître. C'est pour ça qu'après les révolutions, le discours du maître qui se réinstalle est toujours beaucoup plus féroce que celui qui l'a précédé. Mais on s'inscrit toujours dans un discours du maître parce qu'on ne peut pas échapper au discours du maître. C'est pas qu'on peut dire il n'y aura pas de discours du maître, il y aura toujours un discours du maître. Dès qu'il y a du vivre ensemble, il y a un discours du maître parce que tout simplement ça veut dire les protocoles qui font qu'on peut arriver à vivre ensemble, donc on met en place des règles, des lois, etc. Et on essaie de faire en sorte que tout ce qui ne va pas soit réglé comme quelque chose qui pourrait aller. Donc le discours du maître c'est ça, et nous sommes toujours dans le discours du maître. Le discours de l'analyste, en fait, permet de concevoir l'envers, parce que il apparaît comme l'envers du discours du maître. Ça ne veut pas dire que les analystes ne sont pas des maîtres,
ça veut dire que ça n'intéresse pas un analyste d'être un maître. Ce qui intéresse l'analyste, c'est que la structure même de son discours, qui est le discours qu'il sert, hein, un analyste, un vrai analyste se reconnaît à sa manière de servir le discours de l'analyste. Il n'y a que comme ça qu'on reconnaît un analyste. C'est-à-dire se mettre au service de ce discours meubien, qui est non seulement multivoque, comme on l'a vu, mais qui joue de l'équivoque signifiant, tout comme dit Lacan, du cristal de la langue, pour ramener toujours du côté du sujet, c'est-à-dire du côté du langage où ça se passe. Et puis, surtout, il permet de voir ce qu'il en est des différents discours et de l'aliénation. Donc il propose une possibilité de sortie de cette aliénation. Mais pour sortir de cette aliénation-là, il s'agit de se réconcilier d'abord avec l'idée même de l'aliénation, qui est notre soumission, justement, d'être soumis, pas insoumis. D'être soumis, mais à quoi? Au signifiant. Il faut accepter que nous sommes soumis au signifiant, a priori. Ce que nous ne voulons pas savoir, ce que ne veut pas savoir le maître, justement, qu'il est toujours d'abord, déjà, soumis au signifiant. Là, vous avez, disons, l'arrière-fond de ce qui se passe en psychanalyse, c'est-à-dire comment, dans une cure, l'analysant lui-même va être hystérisé, d'une certaine manière, pour pouvoir sortir de sa dépendance signifiante et éventuellement, vous l'avez vu dans le discours de l'analyste, la production CAS1 accoucher d'un nouveau signifiant maître, qui lui permette justement de sortir de son ancienne aliénation, et pour en sortir, il aura bien fallu, au futur antérieur, il aura fallu qu'il accepte qu'il y ait eu cette aliénation. Et il s'en rend compte rapidement, hein, puisque une des phrases de l'analyse, c'est quand même Freud, qui dit « Quelle est ta part dans le désordre que tu te plains ?» Il faut arrêter de faire porter la faute sur l'autre, sur les autres, sur celui qui est fauteur de... Puisque l'autre, on l'a vu, en fait, c'est une sorte d'abstraction. Alors là, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que ça va être un peu trop complexe, je vais essayer plutôt d'illustrer. Mais entre l'un et l'autre, là, vous avez les concepts de l'analyse, et pour ça, il faut relire le Parménide de Platon, et surtout le commentaire qu'en fait Lacan dans un séminaire qui s'appelle Oupire, qui est absolument remarquable, en préparation de l'immense avancée de Encore, c'est le séminaire qui précède, et là c'est un séminaire purement mathématique, sur la différence entre la vérité mathématique et la vérité psychanalytique, et comment l'une amène la possibilité de l'autre d'un point de vue logique. La psychanalyse, c'est de la logique, et là, c'est absolument fabuleux de revenir sur ce séminaire, ou pire, de le travailler de manière très précise. Donc, je vais revenir maintenant sur le fait que j'ai peut-être être mal interprété et penser que la position de Didier Raoult c'est tout bon, les autres c'est tout mauvais, etc. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que on a d'un côté le discours dominant qui s'ignore en tant que tel. Hein. Alors il y a des gens qui sont très sympathiques hein, dans les tenants du big data. Donc, qui sont les tenants du discours universitaire, comme ça, ils sont là, ils vous expliquent que en fait, ils font tout simplement des études très sérieuses, très rigoureuses, etc. Ils analysent des données et ils vont vous dire que sur X milliers ou X millions de cas, pourquoi pas, on remarque ça, ça, ça et ça et ça. Et puis ils le font pour le bien. C'est pour le bien de l'autre. Alors c'est là qu'il y a un antagonisme entre l'approche psychanalytique et le reste de toutes les approches. C'est-à-dire que le bien, on n'y croit pas tellement en psychanalyse. C'est-à-dire qu'on n'y croit pas, en tout cas comme motif, parce que plus on veut le bien de l'autre, plus on lui fait du mal. Ça, c'est ce qu'on remarque dans le langage. Hein. C'est-à-dire que le langage se spécifie de ceci. C'est qu'il est toujours porté par 3 types de relations qui sont l'inversion, le déplacement, la condensation.
Donc, si je veux du bien à quelqu'un, c'est que je lui veux du mal. Si j'aime quelqu'un, en vérité, c'est moi que j'aime. Et c'est pour que ça me revienne. Et si je commence un peu à m'aimer moi-même, en fait, là, je commence à en aimer un autre. Donc c'est tout le temps comme ça. C'est la manière dont on interprète les rêves. Il y a toujours inversion, déplacement, condensation dans chaque mot qui est prononcé. Et donc, de ce fait-là, vouloir le bien n'est pas un motif suffisant pour faire autant de mal. Voilà. Donc, on se permet de remettre en cause, malgré le fait qu'on ne confonde pas le discours et ceux qui les servent, eh bien, pour le bien des autres, le par-l'être n'aspire qu'au bien, comme dit Lacan. Et de là, il s'enfonce toujours dans le pire, comme on l'a vu, là, on vient de le voir avec maintenant cette crise dite sanitaire, qui est en fait une crise du discours, tout simplement. Une crise du discours, alors j'en ai aussi parlé, les fondements de la logique, je vais vous donner un exemple, c'est que les fondements de la logique qui vient du fait que maintenant la logique est devenue inconsistante, on l'a vu, un système est soit incomplet, consistant, soit complet, inconsistant. Du fait que nous soyons dans le fantasme de complétude donne une inconsistance logique, c'est que personne ne se rend compte. Le président de la République lui-même, qui met sur son propre compte Twitter, rester chez soi, c'est sauver des vies. Toutes les minutes. Rester chez soi, c'est sauver des vies. Oui, il rajoute en plus toutes les 8 minutes, c'est-à-dire, comment peut-on dire, en tant que président de la République, on est censé, avant dans un système qui était incomplet, on essayait d'avoir une logique consistante. Dit que là, ça ne tient pas. Rester chez soi, sauver des vies, c'est-à-dire les deux corps de phrase ne sont pas universels. Si le médecin il reste chez lui, il ne va pas sauver de vie. C'est même pas la sienne, puisqu'il, soi-disant, il est voué à la médecine, à soigner les gens. Si le soldat reste chez lui, comment il va défendre les frontières? Donc ce n'est pas du tout une phrase logique, c'était un pur slogan de propagande commerciale absurde, un peu comme il y a dans la publicité. C'est comme le Darty, le contrat de confiance. S'il y a de la confiance, il n'y a pas besoin de contrat. Et s'il y a le contrat, il n'y a plus besoin d'avoir confiance. Donc c'est le même genre d'absurdité. Nous vivons dans un monde maintenant qui est totalement inconsistant du point de vue logique. Donc, là c'est la première chose que je voulais éclairer aujourd'hui. Et puis aussi, je voudrais vous parler, et donc c'est là où tu vas me guider un peu, avec je voudrais vous parler de quelqu'un qui est à mon avis, un des plus proches de Lacan, dans sa manière d'exercer, mais aussi de dire la psychanalyse. Il est mort déjà depuis un certain temps, c'est Jean Clavreul, mais il a laissé un livre formidable qui s'appelle L'ordre médical, qui va beaucoup nous servir aujourd'hui, parce que justement, on s'imagine que ceux qui se réclament de Lacan sont des lacaniens. Là aussi, il faut appliquer le langage. C'est-à-dire que la plupart des institutions dites lacaniennes sont ce qu'il y a de plus éloigné de Lacan. Bon, je ne vais pas vous refaire le coup de l'ECF, parce qu'on a déjà parlé au séminaire 33, mais il n'y a pas plus éloigné de la psychanalyse que les gender studies. Il n'y a pas plus éloigné que l'identification du genre au sexe. C'est absolument absurde au dernier degré. D'ailleurs, j'ai rencontré il y a peu de temps une amie qui était au congrès de l'ECF à Porte-Maillot, là, quand le fameux transgenre a pris la parole, et il y avait une partie qui applaudissait frénétiquement, donc tous les psychologues qui ne connaissent strictement rien à la psychanalyse, et l'autre partie, vraisemblablement les gens qui ont un peu compris ce qui se passait dans la psychanalyse, qui étaient effondrés, atterrés de l'orientation que prend l'école de la cause freudienne. Bon, je ne parle pas de l'autre, l'école des forums, où vous avez la maîtresse d'école, c'est pareil, avec ces tocades d'inconscient réel, etc., qui est des années-lumière de ce qu'il en est, de la considération véritablement analytique qui nous convoque aujourd'hui, notamment dans ce qui se passe là, dans le monde, qui est la psychanalyse
n'a jamais été plus précieuse qu'aujourd'hui pour analyser ce qu'il en est, notamment de l'impact du discours scientifique, non, acception laxiste, hein, comme du discours médical. Et je vous conseille de lire vraiment ce livre de Jean-Claude. La médecine est fascinée par son efficacité sur ce qu'elle constitue comme son objet, la maladie. Elle n'est pas moins fascinante par son efficience sur ce qu'elle destitue, l'homme comme sujet du désir. Voilà. Alors, la médecine a un ennemi. Vous vous souvenez de la déclaration du président au début, c'est-à-dire nous sommes en guerre. Voilà. C'est-à-dire c'est pas fortuit, c'est pas... c'est lourd de sens, cette déclaration. Hein, comme si on pouvait être en guerre avec un virus. C'est impossible, c'est absurde. Ça fait partie aussi de l'effondrement de la logique, ça. Hein, parce qu'un virus, c'est un bout de protéine, on ne peut pas être en guerre avec ça. Hein, c'est pas possible. Ça n'engage pas les nations, y a pas. C'est pas ça la guerre. Donc, de quoi il parle là? Il parle effectivement du discours médical qui a un ennemi. C'est la maladie. C'est pareil, c'est du même ordre. C'est-à-dire que nous sommes dans l'absurdité mais qui n'est pas n'importe quoi comme absurdité, parce qu'elle permet d'évacuer le malade. C'est-à-dire le malade en tant que sujet, où il aurait quelque chose à dire. Donc si la médecine, elle, va s'attaquer à la maladie, le malade, lui, est obligé d'obéir. Il est obligé de se dire, oui, il y en a un qui sait mieux que moi ce qu'il faut pour moi. Et là, vous êtes dans la structure même de ce qu'on appelle le discours médical. D'ailleurs, il va vous faire une ordonnance. Il vous ordonne quelque chose. Et vous n'avez pas intérêt à ne pas obéir à l'ordonnance. Sinon, la prochaine fois, il vous dit, vous n'avez pas pris... Mais je vous prends plus, moi, comme malade. Voilà. Vous n'avez qu'à aller voir ailleurs. Donc, c'est un genre de relation, quand même. Alors, hier, j'ai parlé de la relation de l'analyste avec son analysant. Le médecin avec son patient, c'est aussi un lien social à deux, mais il n'est pas du même ordre. Hein. Alors, je ne prétends pas que la relation de l'analysant à l'analyse doit se substituer à la relation du médecin au patient. Mais ce sont deux registres différents. Hein. C'est-à-dire que l'analysant vient voir l'analyste et il vient lui demander quelque chose en lui supposant un savoir, et ce faisant, il se suppose à lui-même un sujet. Par rapport à sa souffrance. Par rapport à la souffrance, le patient du médecin va lui demander d'évacuer sa souffrance, de la faire partir. Et donc, comme il y a un impossible là aussi, comme dans tous les discours, eh bien, il va dire, je vais vous proposer... c'est pas moi qui vais vous supprimer votre souffrance, c'est que je vais m'attaquer à la maladie. Et on va essayer d'éliminer cette maladie. On a entendu beaucoup, saloperie de virus, il faut vaincre le virus, etc. Mais il n'y a rien à vaincre là, c'est pas là que ça se passe. S'il y a ce virus-là, il y a une certaine manière de faire avec le mot virus aussi, puisque nous sommes d'abord et avant tout des êtres de langage. L'impérialisme médical devient un symptôme qui n'est accessible à aucune pharmacopée. C'est-à-dire que la médecine va prendre par la peur suscitée par les maladies une telle ampleur que ce soit justement par les gens qui sont vraiment des bons médecins, des bons universitaires comme Raoult. Là, il explique que en 2012 au Sénat, il explique déjà qu'il y a X millions d'insectes connus et qu'il y a en gros un tiers ou un quart de ça de germes connus, alors qu'il y en a beaucoup plus. Donc on voit qu'il y a une possibilité infinie pour la recherche médicale là, et qu'il y a un impérialisme, c'est-à-dire que ça devient, tous les budgets vont à la médecine, etc. C'est-à-dire la recherche scientifique, et là, à l'intérieur de ce système-là, évidemment, comme ça domine le monde actuellement, vous avez vu que le crétin le plus riche du monde, il s'appelle Bill Gates, c'est-à-dire après avoir mis en place les systèmes informatiques les moins performants du monde, qui se sont le plus vendus au monde, eh bien ce type-là a
maintenant un souci de vacciner 7 milliards d'individus. C'est pas pour rien quand même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là, avec vouloir le bien, on voit bien que vouloir le bien, c'est faire le mal quand même. Hein. Là, c'est quand même assez massif. Donc, il y a un impérialisme médical, et ça, c'est devenu un symptôme aujourd'hui. Et c'est un symptôme qui s'analyse. Ça s'analyse justement avec la psychanalyse. Parce que ce sont des mots qui sont prononcés, et puis s'il y a eu un dit, c'est qu'il y aura eu un dire. C'est qui le dit. Et on accède en psychanalyse au sens d'un symptôme que par rapport au dire de l'analysant. Et comme il y a de la vérité, c'est toujours qu'un mi-dire. C'est-à-dire que l'interprétation se fait et l'analysant va rester avec ce mi-dire-là comme constitutif de sa vérité. À partir de là, il peut éventuellement rentrer dans ce discours meubien qu'est le discours de l'analyste. La prétention à l'humanitarisme et au pacifisme se révèle n'être que souci de s'affirmer personnellement comme belle âme. Donc on appelle ça, dans la terminologie lacanienne, qui est une terminologie qui reprend de Hegel, la belle âme. Aujourd'hui, on a un souci humanitariste. Et ce souci humanitariste, le souci du bien pour tous, etc., ça, c'est la manière de se soucier, c'est la manière masquée, cachée, de se soucier essentiellement de soi, de sa propre promotion. Et ça, c'est effectivement ce qu'on appelle la belle âme. Hein. L'éthique psychanalytique qu'on retrouve dans le discours humaniste, ça n'a rien à voir avec le bon sentiment. C'est quelque chose qui a tout à voir avec la logique. C'est pour ça que c'est extrêmement logique et que je recommande vraiment de relire ce séminaire, ou pire, parce que là, vous avez vraiment la mise en place de la logique avec le procédurisme aristotélicien, le pour tout X et il existe un X, à partir de quoi va naître chez Lacan, vont naître chez Lacan les formules de la sexuation, et comme quoi, en fait, le travail d'un psychanalyste, c'est un travail logique qui n'a rien à voir avec le sentimentalisme. Donc c'est une autre éthique, c'est pas l'éthique du bon sentiment, c'est une éthique logique, rigoureuse. On ne peut croire que dans la bonté des gens qui sont durs. Chez les autres, c'est pas de la bonté, c'est juste de la faiblesse, un souci de se faire aimer, de faire sa propre promotion, etc. Donc la psychanalyse propose une autre astrologie. C'est tout, une autre manière de concevoir les choses. Cette éthique-là, c'est celle aujourd'hui dont l'époque a le plus besoin. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle risque de devenir majoritaire, loin de là. Elle est tout le temps plus marginalisée, et d'autant plus que ceux qui se réclament de la psychanalyse sont eux-mêmes très loin de cette éthique-là. Ils sont même à l'opposé de ça. Mais la psychanalyse elle-même, en tant que principe et en tant que logique, reste ce qu'il y a de plus précieux à notre époque. Ce n'est pas le souci d'objectivité scientifique du savant qui l'anime au psychanalyste, mais la révolte face à des positions instituées qui sont purement idéologiques. Donc c'est ce que fait Freud, bien sûr. Il obéit à une éthique qui n'est pas du tout un sentiment personnel quand il va voir les hystériques, ou une intuition ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il y a une vérité en face de lui, et que au lieu d'être dans la position du maître qui va ordonner, c'est-à-dire du médecin, ben il inverse la position. C'est-à-dire qu'il dit, elles ont quelque chose à me dire. Il y a quelque chose là que j'ai à entendre. Et donc, chez tout psychanalyste, il y a cette révolte face aux positions idéologiques constituées, sur la base d'objectivité, etc., alors qu'on sait bien qu'il n'y a pas d'objectivité, puisque chaque par-l'être ne peut accéder au monde que par l'intermédiaire, la fenêtre de son fantasme. Donc il y fait subir à chaque fois son propre tropisme. Un psychanalyste ne peut pas être là-dedans, c'est impossible. Donc il va permettre de rétablir la circulation dans les discours, et l'éthique de Freud, justement, ça a été de fonder cette discipline psychanalytique sur l'écoute, et non sur la suggestion, et ni sur la conviction. Il s'agit pas de convaincre, comme dit Lacan, ni con, ni vaincre. Il s'agit de dire que ça existe. Voilà, l'idéologie médicale se confond avec l'idéologie dominante. Hein. Même si on a vu dans le Karaouk que c'est subtil, parce que lui, il assume sa division entre
sa fonction, son rôle de médecin et son statut d'être un grand universitaire et un grand savant reconnu, il assume sa division, mais il n'empêche que, dans le cas où aussi, nous restons dans une idéologie qui est celle du discours du maître. Il y a une ordonnance, il y a un médecin, etc. La psychanalyse, c'est autre chose. Hein. Donc, il ne s'agit pas de penser... On reconnaît la position qui est une position de vérité de Raoult, là. Donc, on la reconnaît, on l'entend. Il suffit d'écouter. On entend qu'il y a de la vérité. Et on entend qu'il assume sa division, comme on l'a vu hier. Ça, c'est remarquable. Mais on n'en reste pas là. C'est-à-dire qu'on ne se confond pas avec sa position à lui. La position psychanalytique, ce n'est pas celle-là. Alors, ce qui les différencie, justement, c'est que dès qu'on est avec un médecin, on est mis dans une position par la structure de dire le médecin ou le chef, c'est mieux pour moi ce qui me convient. Alors que dans la psychanalyse, c'est l'inverse. Le psychanalyste, il dit c'est vous qui savez. Vous ne savez pas que vous le savez, mais dites-le et je vais vous faire remarquer que vous le savez déjà. Donc, votre bien, c'est vous qui le savez. C'est pas un autre qui le sait pour vous. Voilà toute la différence entre le discours médical et le discours analytique. La liberté dans ce système-là, le système capitaliste, se résume à choisir son maître, qui se double de l'allégeance de ce choix. Alors que pour le psychanalyste, le maître est toujours déjà choisi, c'est le signifiant, et il y a une possibilité, en acceptant que ce soit déjà le signifiant, que, eh bien, par la cure, le sujet accouche d'un nouveau signifiant. Ils produisent un nouveau signifiant. C'est pour ça que, dans une société qui se prétend athée, sans père, etc., en fait, les gens sont à ce point soumis, parce que s'il y avait un Dieu lointain ou un père lointain auquel on faisait allégeance d'une certaine manière, ben on serait moins soumis au Chéfaillon comme on l'a été là. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, c'est on est soumis au Chéfaillon. C'est rien qui décide qu'on ferme les parcs. Alors, bien sûr, c'est très important de fermer les parcs. Hein, en cas de virus, coronavirus, c'est vraiment primordial que les parcs soient fermés. Ça, c'est juste la fantaisie d'un Chéfaillon. Comme la fantaisie des Chéfaillons qui ont déterminé qu'il fallait porter des muselières ou des choses comme ça. Rien n'est prouvé de ça, rien. Vous croyez que tout est prouvé de ça parce que vous êtes content de mettre votre muselière, mais rien n'est prouvé de ça. C'est-à-dire que, et même cette histoire de confinement, eh bien, rien ne dit que s'il n'y avait pas eu de confinement, il y aurait eu plus. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors là, on voit que Raoult, au moins, lui, il est conséquent dans sa médecine de guerre. Il a dit, eh bien, on va pas mettre ensemble des gens qui sont peut-être contaminés et d'autres pas. Donc, il fait des tests, etc. Et puis, ils sont mis en quarantaine, enfin plutôt en quatorzaine, uniquement, puisque la durée de contagion est de 14 jours, ceux qui sont déjà atteints. Pas toute la population comme ça. Donc on a affaire là à une espèce de délire, on peut le dire, délire de Chéfaillon. Voilà. Et on a toute une série de Chéfaillons qui passent à la télé en permanence. Entre les Chéfaillons et les paillassons des Chéfaillons, ça fait toute une série de Chéfaillons qui passent sans arrêt sur toutes les antennes pour vous dire ce que vous devez faire, ce que vous avez à faire, etc. Voilà. Et ça, c'est ce de quoi peut vous prémunir la psychanalyse, pas sur le mode de la révolte ou de la révolution de manière à installer de nouveaux maîtres, hein, puisqu'on l'a vu que la révolution, c'est toujours installer de nouveaux maîtres. Mais c'est de pouvoir s'émanciper de la pression du discours dominant, en passant d'un discours à un autre, de telle manière qu'il y a une possibilité de sortie de notre aliénation constitutive, puisque notre aliénation constitutive, elle est au signifiant, elle est au fait que nous soyons aliénés au signifiant, à la parole, parce que nous sommes parlants, et le fait d'être parlant fait de nous des êtres assujettis, des sujets.